Après de nombreuses réflexions, changements de plan, négociations, vous avez décidé de visiter l'Islande à moto. Et vous allez le faire en duo avec votre moto et emprunter les routes et pistes non bitumées en Islande. Vous avez le créneau, le budget et l'envie de découvrir une nature hors norme. Go! Le premier réflexe est de prendre très en amont vos billets de ferry. Seule la compagnie Smyril Line opère la traversée entre Hirtshals au Danemark et Seyðisfjörður en Islande. Vous ne trouverez aucun autre moyen nautique pour vous y rendre. À partir de février, il est très difficile d'avoir certaines dates et prestations. Nous vous conseillons de vous y prendre au plus tôt, par exemple en novembre de l'année précédente. Vous allez payer environ 40% du billet à la commande et un mois avant votre embarquement le solde. Si vous décidez de changer d'avis, vous pouvez annuler votre billet avec des pénalités qui augmentent suivant le terme de votre embarquement. Plus vous allez vous y prendre tôt, plus vous aurez de possibilités dans le choix de vos cabines. Les prix seront au plus bas à l'ouverture, avant d'augmenter en s'approchant du printemps. En 2022, nous avons tenté fin février de prendre des billets. Il ne restait plus que des couchettes à 8. Il nous fallait rester 3 semaines en Islande et le prix payé était comparable à une réservation faite en novembre pour une cabine à 2 avec hublot. Nous avions donc repoussé notre voyage d'une année. Sur le site de la Smyril Line, vous pourrez prendre des options telles que le petit déjeuner ou des repas. Nous avions opté pour le petit déjeuner et le dîner. Nous vous conseillons de ne prendre que le petit déjeuner avec votre billet et de vous rendre sur l'un des nombreux restaurants du ferry pour les déjeuners et dîners. Réserver à l'avance ne vous fera gagner que 10%, mais ne vous permet pas de choisir selon votre faim du moment. Par contre, le petit déjeuner est énorme, avec un buffet très complet qui vaut vraiment le coup. La salle étant elle, allez au fond, il y a moins de monde. Vous allez soit facilement arrimer votre moto au pont via les sangles fournies par la Smyril Line, soit galérer pour l'attacher. Il faut savoir qu'une grande quantité de sangle ne fonctionne pas. Si la sangle ne tient pas au premier coup, c'est qu'elle est défaillante. Les Allemands à côté de nous le savaient et avaient apporté leur propre sangle à cliquet. De toute façon, l'équipage vérifie l'arrimage et le refait si nécessaire. La cabine avec hublot est vaste et assez bien insonorisée. La literie est confortable et vous pourrez regarder la télé sans programme en langue française, mais en allemand ou en anglais. Reste qu'un hublot est très apprécié pour ce voyage de 48 heures car il vous permettra de rester dans votre cabine pour lire et apprécier le spectacle de la mer au lit. Pensez à prendre de la lecture ou à voir des films ou séries téléchargés sur votre mobile. Il n'est pas interdit de se faire à manger dans une zone à l'extérieur tribord du Pont Neuf, sous le bar appelé la Lanterne Magique. Vous trouverez une zone d'une 50aine de mètres carrés avec des tables et chaises et un système de chauffage infrarouge pour vous chauffer. Cet espace vous permettra de vous faire à manger avec votre réchaud. Vous pourrez, aussi si le temps le permet, profiter de l'extérieur. Il y a même des spas avec un paiement en supplément. Si vous souhaitez utiliser Internet, il existe des forfaits à bord qui vous éviteront de payer une fortune avec votre opérateur puisque vous allez passer par une connexion satellite hors forfait. Le débit est assez lent, mais cela fonctionne. Attention, les forfaits sont en durée continue. 1 heure de forfait ne peut pas être utilisée 4 fois 15 minutes. Sur ces 2 jours, vous allez rencontrer des passionnés, car des groupes se forment suivant les affinités liées aux moyens de transport. Les camping-caristes, les baroudeurs en 4x4 et les motards. Vous allez d'ailleurs sans doute en croiser sur votre parcours et échanger des informations sur l'état des pistes, les bonnes adresses ou les sites que vous n'aviez pas retenus dans votre préparation. Ces rencontres, vous allez les faire dans les bars du bateau. La lanterne, tout en haut du ferry, est très agréable. Le bar a une vue superbe. Il y a parfois des happy hours avec des infos sur des écrans dans les couloirs. À ce niveau, il y a un vaste espace avec des tables et chaises et quelques méridiennes rapidement occupées. Notre parcours en Islande devait faire 4000 km. Au final, nous en ferons 5000 suite aux diverses reconfigurations liées à la météo, au conseil de visite et au retard du ferry du retour, nous obligeant à trouver un logement en catastrophe à plus de 100 km du port. Avec la mise en place et le retour à partir de Toulon par l'autoroute, qui ont nécessité 3 jours à chaque fois, c'est un parcours de 9000 km en un mois qui a été réalisé. Les routes et pistes islandaises sont assez abrasives, mais nous avons pu faire Toulon-l'Islande aller-retour sans problème avec des pneus qui peuvent encore faire 2000 km. Vous allez avoir plein d'informations contradictoires sur le choix des pneus. Il faut savoir que vous pouvez sans problème partir avec des pneus fatigués et les changer en Islande. Ce n'est pas le plus facile, mais c'est possible. Godzilla, notre moto, est lourde et chargée. Environ 300 kg sans les passagers, mais je sais par expérience, pour les avoir testés sur la même distance, que les K60 à Idenau tiennent 12 000 km. Par contre,
Je n'apprécie pas le feeling du K60 à l'avant que je trouve trop dur, occasionnant des rebonds dans la piraille. Un Anaki Wild est parfait à l'avant et il tient au moins 13 000 km. La moto ne nécessite aucune préparation particulière. Si vous avez l'habitude de faire un peu de chemin, un bon sabot moteur, des bons pare-mains, des protèges cylindres suffisent amplement. Pour l'occasion, j'avais quand même pris une bobine crayon, qui est une panne immobilisante, facilement réparable. Il vaut mieux éviter d'être en panne en Islande. Sur une piste, le coût du remorquage, la plupart du temps non pris par votre assurance, est astronomique. Les rangers que vous croiserez forcément ont dans leur véhicule de quoi dépanner la plupart des motards. Par exemple, la clé à bougie spéciale BMW si votre moteur a ingéré de l'eau en passant un gué. Si vous avez une BMW, il n'existe qu'un seul garage à Reykjavik. On ne parle même pas de concessionnaire. Et il est ouvert aléatoirement. Rien de comparable avec la France. Pour les équipements du conducteur et du passager, prévoir pour le froid, pour le très froid. La première semaine, il a plu tous les jours. Les 2 premiers jours ont été les plus froids, avec 5 degrés en journée sous la pluie. Ce qui n'était pas prévu puisque les données météo donnaient entre 12 et 18 degrés. Nous avons eu froid, très très froid, malgré les vêtements de pluie, les polaires et les vêtements techniques de montagne. L'itinéraire a été tracé via les informations touristiques du guide vert Michelin et des différents blogs et vidéos d'Internet. En duo, il faut des pistes faciles ou avec des difficultés moyennes pour ne pas transformer un voyage d'agrément en épreuve physique, voire en séjour à l'hôpital. Il y a très peu de duos motos qui s'aventurent sur les pistes, et d'ailleurs en Islande. Quelques couples avec 2 motos, mais surtout des solos, avec des motos faites pour l'intérieur du pays. C'est un peu dommage, car ils ne visiteront pas les fjords du Nord ou la côte, préférant les pistes. Vous trouverez sur Internet une carte PDF avec une cotation de la difficulté des pistes faite pour les vélos. Vous pouvez reprendre les tracés GPX sur Wikiloc et les adapter via Basecamp. Laurent Cochet a mis en ligne son aventure, mais a déconseillé en duo. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube permettant de visionner les pistes F. Il suffit de taper F, le numéro de la piste et Iceland en anglais. Si ce n'est pas intellectuellement stimulant, il est très reposant de les visionner. Les routes et pistes, sauf la route numéro 1 qui fait le tour de l'Islande, sont nommées sous la lettre F. Sur les 13 000 km de routes et pistes, 4 600 sont revêtus. Le marquage est assez simple. F et un chiffre représentent le plus souvent un axe secondaire important et il est bitumé. Une lettre F et 2 chiffres s'apparente à une voie de moindre importance. Elle sera dans la majorité des cas également bitumée. La lettre F et 3 chiffres représentent les pistes. Donc 90% des cas, c'est une vraie piste. Dans quelques rares cas, elle sera goudronnée, partiellement ou en totalité. Pour notre part, nous avons tout tracé et nous avons essayé de nous adapter par rapport à la météo. Le fait d'avoir réservé nos logements à l'avance ne nous a pas permis d'avoir une grande latitude pour changer notre itinéraire. À part à Midvan, où nous avons renoncé d'aller sur Akja vu les conditions météo, et sur Reykjavik, où nous avions réalisé des boucles d'une journée, notre parcours a été imposé sans grande possibilité de modification. En Islande, tout est cher si vous n'êtes pas en camping. Si vous réservez très tôt, entre février et avril, vous trouverez des logements entre 120 et 180 € la nuit. À part dans le Cercle d'Or, il est très facile de trouver des logements sans avoir réservé. Pensez à amener vos pantoufles chaudes, car il est obligatoire de se déchausser à l'entrée des habitations. Les logements sont la plupart du temps avec des toilettes et cuisines communes, et c'est toujours très propre. L'eau chaude des douches sent le soufre, mais cette odeur ne reste pas sur votre peau. Lorsque le petit déjeuner est compris, il est toujours très copieux. Chez l'habitant, il y a aussi parfois des lave-linges et sèche-linges bien pratiques. Vous ne verrez pas beaucoup les autochtones et il n'est pas facile de discuter avec eux. Vous pouvez rester tout votre séjour sans changer d'argent. Les cartes bancaires permettent de tout payer sur place sans aucun montant minimum exigé. Nous avions changé 70 € qu'il a fallu dépenser avant de quitter l'Islande. La plupart des stations-service permettent également de faire un ravitaillement alimentaire. Pour les achats alimentaires, il y a presque partout des supermarchés où vous trouverez de tout. Sauf l'alcool qui est vendu dans des magasins à part, les Vinbundin. Attention aux horaires d'ouverture. On ne va pas en Islande pour la nourriture, à part la soupe islandaise et les langoustes dans le nord-ouest. À part cela, rien de terrible. Et c'est vraiment cher, très cher. Peu de fruits et peu de légumes. Dans les logements où vous trouverez un petit déjeuner, il est parfois possible, pour une somme modique, de préparer des sandwichs et de quoi faire un pique-nique avec ce qui est proposé au buffet. Le pays a un maillage de stations-service assez intelligent et tomber en panne d'essence est assez difficile, à part dans le centre si vous n'avez pas fait le plein avant de traverser les zones désertiques.
Ce sont des distributeurs à carte et à part à Reykjavik, vous n'aurez pas beaucoup de choix d'approvisionnement. Si les sites touristiques sont la plupart du temps gratuits, ce n'est pas le cas des parkings. La vitesse est limitée à 50 km/h en ville, 90 km/h sur route et 80 km/h sur route non bitumée. Attention, il y a de nombreux radars sur la route numéro 1, surtout vers Reykjavik. Il y a également des radars tronçons sur l'île. Dans la réalité, vous observerez que beaucoup d'Islandais roulent entre 100 et 110 km/h sur les routes désertes de l'île. En Islande, le plus gros danger, ce sont les moutons sur le bord des routes. En été, vous les verrez par groupe de 3, la mère et les agneaux. D'une vivacité d'esprit et d'un instinct de survie assez modeste, et ils n'hésiteront pas à traverser devant vous. Dans une moindre mesure, le vent, qui peut souffler en rafale, sera un danger. Le froid généré sur des dizaines de kilomètres par ce vent traversier glacial sur un côté du casque a été très difficile à supporter. L'état des routes est parfait, le bitume n'a jamais de trous et vous allez voir que sur le bord des routes, tout est propre. Comme indiqué précédemment, les échanges avec les Islandais étant assez difficiles, vous pourrez, pour comprendre leur culture, visiter les musées. Nous avons eu l'impression, en visitant plusieurs musées, que la vie n'a commencé qu'après l'indépendance du pays en 1944. Néanmoins, il est très intéressant de visiter les musées de Glommbauer et d'Egilsstaðir sur la vie en Islande au siècle dernier. Les bains font partie de la culture en Islande. Il en existe beaucoup, du très touristique, comme le Blue Lagoon, aux très rustiques, comme ceux du Landmannalaugar. Ils sont toujours très agréables, mais nécessitent d'avoir au moins un maillot de bain et une serviette à proximité, au moins pour les rustiques, qui n'ont pas toujours d'installation pour se sécher et se changer. Voilà, vous avez les informations de base pour vous rendre en Islande à moto. Les épisodes sur le voyage en Islande seront mis en ligne prochainement.